avec Badr Saoudi. Eh bien, chers auditeurs, nous évoquons ce matin les enjeux relatifs à la gérance libre. Nous parlons des fonds de commerce, puisque exploiter sans posséder, c'est un enjeu qui n'est pas des plus simples. C'est un mode de gestion souvent méconnu. Il permet à un commerçant d'exploiter un fonds de commerce sans en être le propriétaire, moyennant un loyer et des obligations définies par un contrat. Un dispositif souple en apparence, mais qui cache des subtilités, un mécanisme juridique plus complexe qu'il n'y paraît. Nous en parlons ce matin de 10h à midi. Si vous avez des questions, des avis, n'hésitez pas à les faire entendre. C'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec notre invité, Moussa Jloli, qui est expert en fonds de commerce, et nous allons parler des enjeux et de comment on met en place une gérance libre. Parce qu'il y a deux personnes qui sont possiblement intéressées par la gérance libre. Celui qui n'a pas nécessairement les fonds, mais qui se sent la compétence, et celui qui veut profiter du bon temps et garantir un certain nombre de revenus. Moussa Jloli. Alors, la gérance libre, est-ce qu'elle est encadrée par par la loi, Moussa Jloli? Est-ce qu'il y a des articles qui encadrent, entre guillemets, cette pratique? Bonjour, c'est Badr, bonjour chers auditeurs, bonjour tout le monde. Écoutez, la gérance libre, c'est une pratique aussi vieille que le temps. Donc elle est prévue par le Code de commerce marocain. Et on ne peut pas parler de gérance libre sans parler de fonds de commerce. Et on ne peut pas parler de fonds de commerce sans les éléments constituant les fonds de commerce. Et ces éléments sont composés de deux grandes familles. Donc ce sont les éléments corporels, tangibles, matériels, et les éléments incorporels. Donc c'est cette deuxième famille qui va nous intéresser pendant cette matinée. Donc on va porter tout l'intérêt sur cela pour passer à la gérance libre. Donc un gérant, imaginons quelqu'un qui se lance dans un business, un restaurant par exemple. Donc il développe un concept de restauration italienne, marocaine, asiatique, internationale ou autre, dans un endroit déterminé. Donc c'est une adresse. C'est un local. C'est un local, c'est un espace. Oui. Il y a un bail. Il y a un bail, il y a du personnel, il y a un savoir-faire, il y a un bon chef cuisinier, il y a de bons serveurs, il y a un bon management des achats, etc. Donc on est très regardant sur les intrants, etc., sur le soin aux clients, etc. Et puis, on ouvre ce commerce pour recevoir les premiers clients. On s'affiche, on communique. Donc, à partir d'un business plan, on commence à travailler. Et donc, les jours passent, les semaines passent. Après 2 ans, on peut parler d'un fonds de commerce. Donc, on peut parler d'un fonds de commerce qui est constitué d'un droit de bail. Oui. Et si on débute depuis le début, ou si on débute à zéro plus précisément, il faut les 2 ans. Oui, la loi, donc le Code de commerce, définit le fonds de commerce comme étant un bien meuble constitué après 2 ans d'activité effective. Alors maintenant, il faut faire très attention. Effective, oui, bon, ça peut très rapidement rallonger cette période de 2 ans. Bon, il y a un local. C'est-à-dire avec une ouverture ininterrompue, bien sûr. Et pas n'importe quelle activité. Il ne suffit pas de stocker des marchandises dans un local pour prétendre... Non, le stockage, c'est pas une activité... c'est une activité... c'est une extension à un business. C'est pas un business, le dépotage, etc. Donc, c'est une autre activité. Alors, maintenant, à faire attention, il faut relativiser. On peut avoir un fonds de commerce le premier jour. Quand on achète un droit au bail... Ah oui, quand on achète le fonds de commerce à quelqu'un qui est propriétaire d'un fonds de commerce. Quand on achète un élément ou plusieurs éléments du fonds de commerce, en particulier le droit au bail, ou la clientèle, ou l'achalandage, ou l'agencement, ou etc. Ah oui, on peut acheter que la clientèle. Oui, c'est partiel. Ah oui. Oui. Et c'est bon. Et à zéro, on a un fonds de commerce. Voilà, on achète la clientèle et puis on a un fonds de commerce. Et donc, le cas général, c'est une fois on a 2 ans de présence dans un endroit déterminé, avec une activité lucrative, on peut parler d'un fonds de commerce.
Et donc, au fil des temps, Oui, il faut constituer un dossier pour... pour effectivement prétendre à la qualité d'avoir un fonds de commerce, d'être propriétaire d'un fonds de commerce. Bon, on a démarré, au bout de 2 ans, il y a une activité, il y a des bilans, il y a des salaires qui sont payés, il y a des rentrées. Oui, ça sous-entend. Ça Oui. sous-entend que on exerce une On va activité au tribunal. légale. Oui, une non, mais activité, j'entends une activité bien. autorisée. Oh, Parce qu'il y a j'entends bien. Il y a des métiers qui ne sont pas autorisés, qui sont réglementés. On ne peut pas se lancer en s'affichant en tant que notaire alors qu'on n'a pas fait Non, mais c'est une d'études. profession Voilà, réglementée. Non, mais Avocat, expert judiciaire ou autre. Bon. Donc, Et puis, il y a des zones un peu grises. Je pense aux pharmaciens. oui, pharmacien, il est commerçant, mais il a l'obligation d'être quand même un docteur Oui. en pharmacie, etc. Donc, ça dépend des métiers, ça dépend des secteurs d'activité. Oui. D'une façon générale, pour s'établir en tant qu'entrepreneur dans un métier de restauration, pour ne parler que de ce secteur d'activité, donc, pour ouvrir un commerce, on a besoin d'une autorisation administrative. Oui. Bon, peut-être que dans ce zoning, le bruit n'est pas toléré. Le trafic de clientèle n'est pas très toléré par la résidence. Ah oui. Parce que le règlement de copropriété ne le permet pas. On nous a appelé un jour, parce qu'on fait des émissions sur la copropriété, bon, de la fameuse machine à café, italienne, qui est collée au mur, et effectivement, il faut la coller. Bien sûr, évidemment, et à 6h30 du matin, le réveil est un peu difficile pour certains, Moussa Jouli. Mais cela dit, on a passé les 2 ans, on a l'autorisation d'ouvrir une activité de restauration, on a une patente, et au bout de 2 ans, qu'est-ce qu'on fait pour, entre guillemets, être un fonds de commerce, avoir le label, entre guillemets? Alors, nous avons un courant de business, nous avons un chiffre d'affaires. Oui. Donc, nous avons des salariés, nous commençons à payer des impôts, l'IR, la TVA. Et donc, on rentre dans un système de fiscalisation de l'affaire. Et puis, on est autorisé à exercer ce métier de restauration parce que quand même, c'est de la nourriture. Donc, l'État veille à ce que la santé publique soit respectée selon des normes de conservation, je ne sais pas, de poissons ou de légumes, etc. Donc, la chaîne de froid, etc., etc. Donc, l'hygiène des ouvriers ou des salariés. Donc, tout ce qui s'ensuit. C'est un terrain glissant. Bon. Voilà. Oui, parce que ça touche, il y a beaucoup d'intoxication, beaucoup de problèmes de conservation de matières premières, de matières. C'est-à-dire qu'on peut fermer le local si on voit que... Donc il y a un contrôle a posteriori qui se fait. Bon, le but de cette matinée, c'est pas de faire peur aux gens. Un spécial restauration, oui. Voilà, c'est pour dire que le fonds de commerce, c'est un bien, un meuble, et quand on dit meuble, il est cessible, il est transmissible à titre gratuit ou onéreux. Il peut faire l'objet d'un nantissement pour avoir un crédit pour lever des fonds. La cession gratuite ne l'est pas pour le fisc. Pardon ? La cession gratuite... non, je peux en faire une donation. C'est une cession gratuite, à titre gratuit. Mais je ne paye pas d'impôt à mon fils, je peux en faire une donation à mon fils. J'ai cru que la DGI ne l'entendait pas partout du même avis. Non, il y a une fiscalité. Il y a un minima. Il y a un minima parce que vous êtes obligé d'enregistrer, de faire un acte authentifié pour la donation, ou un acte sous seing privé. Après, donc, il faut l'enregistrer. C'est toujours le fisc qui est avec nous. Donc, il est présent dans tout. Il colle à la peau. Il colle à la peau. C'est normal. De l'activité économique. C'est sa raison d'être. C'est sa raison d'être, évidemment. C'est sa raison d'être. Et donc, au fil des années, après 5 ans, 10 ans, 20 ans, soit qu'on est fatigué, soit qu'on n'a pas de successeur pour continuer à exercer la même activité, etc. Oui, soit on veut aller à Bali, profiter du bon temps. Voilà, pour voyager, je crois... À tout hasard. Je crois peu de gens au Maroc qui prennent des retraites. Mais il y a des gens qui pensent à leur confort quand même, arriver à 70 ans. Donc, ils pensent à quoi faire de ce fonds de commerce. Oui. Donc il y a une clientèle, il y a une renommée, il y a une enseigne, il y a une belle adresse, il y a un concept, il y a des menus, etc. Et donc, que faire après ? Moi, je suis fatigué et je n'ai personne pour me succéder dans la famille. Donc,
la seule façon de le faire, c'est de le donner en gérance. Et donc, je m'affiche en tant que donneur en gérance un fonds de commerce. Je communique à travers Où est-ce que plusieurs je m'affiche? canaux. Oui, sur le commerce, sur la façade. Oui. Donc, bail, c'est-à-dire un fonds de commerce à louer. Hein, ou dans les journaux spécialisés, ou dans les réseaux sociaux. Il y a plusieurs canaux de communication pour faire savoir. Les chambres de commerce, les chambres de métier, les chambres, etc. Donc, auprès des jeunes, auprès des restaurateurs, la fédération des restaurateurs, par exemple, l'association. Il y a des jeunes qui n'ont pas encore les moyens, ou qui sont pressés pour gagner de l'argent, et qui ont un petit capital. Donc, ils ont une affaire toute faite. Un petit capital. Oui, un petit capital, parce que quand même, pour acheter, pour démarrer, il faut quand même attendre quelques années pour que ça soit rentable. Maintenant, ça dépend des stratégies des uns et des autres. Je peux louer un fonds de commerce opérationnel et je peux avoir droit, demander un temps d'observation. Oui, pour négocier. Non, observer, c'est-à-dire le flux de la clientèle, par exemple. Observer le comportement des serveurs. Observer le chiffre d'affaires sur la caisse. On va y venir voilà. sur le procédé, parce qu'effectivement, c'est difficile de se jeter à l'eau facilement ou rapidement pour ce type d'affaires. Moussa Jlouli, c'est une affaire de spécialiste. Oui, on va avoir l'occasion de le détailler après la respiration musicale, bien entendu. Et ceux qui souhaitent poser des questions sur les fonds de commerce, sur la gérance libre, n'hésitez pas à nous contacter. Nous resterons joignables au standard au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec notre invité Moussa Jlouli, qui est expert en fonds de commerce, et en début d'émission on essaie de baliser le terrain et de lever entre guillemets des points qui peuvent causer des confusions. On parle de gérance libre, de location-gérance, c'est très proche comme locution, et il y a la confusion entre la gérance libre, la location-gérance, et la gérance libre et la franchise. Moussa Jlouli. Alors, je crois que le législateur l'a défini en tant que gérance libre. Donc la location-gérance, c'est un usage un petit peu de langage communément donc accepté dans le contexte des locations, des locations-gérance, mais ça veut dire la même chose. Alors maintenant, la franchise, c'est une autre paire de manches. La franchise, c'est quoi? Sans citer de marque, pour ne pas faire de la publicité, prenez une marque célèbre de restauration ou de articles sportifs. Donc, il y a le franchiseur, c'est le propriétaire de la marque, de l'enseigne, et il y a les franchisés. Et on parle même de master franchisé, celui qui a une franchise dans une région, et il a des sous-franchisés. Donc c'est un grossiste de la franchise. Et donc ça veut dire quoi? Dans les régions, c'est-à-dire dans plusieurs pays? Non, dans un seul pays. Dans un seul pays. Dans un seul pays. Je peux être un master franchisé au Maroc. Et donc je peux avoir plusieurs franchisés au Maroc. À Fès, à Lyon, à Dakhla, à Sidi Ifni, à Marrakech. Et donc je gère un réseau de franchisés. Donc, des aspects d'audit, des aspects d'approvisionnement, d'hygiène, de respect des normes du franchiseur, etc., de la propriétaire de la marque. Et donc, cette relation entre franchiseur, propriétaire de la marque et franchisé, elle est gérée également par le Code de commerce. Et donc, le propriétaire de la franchise, il a fait tellement de communication dans le monde que sa marque de commerce ou de service ou d'industrie est devenue célèbre. Ce qu'on appelle communément, dans le jargon de la propriété intellectuelle, les marques notoires. Les marques notoires, donc ils ont une notoriété, une réputation mondiale. Et donc cette réputation,
c'est le fruit je ne sais pas de combien d'années de travail, de communication institutionnelle et autres. Et donc, à partir du moment où j'ai cette notoriété, ça veut dire que j'ai une clientèle mondiale. Et donc, quand je vous donne en franchise mon enseigne, ça veut dire que j'invite mes clients dans le monde à venir dans votre commerce. Ça veut dire que vous avez de la clientèle sans effort. Ça veut dire que je dois récolter les fruits de ce travail. Oui, bon, la négociation se fait dans d'autres conditions. Voilà, donc il y a des royalties, etc. Exact. On va y venir, parce que c'est important d'établir la distinction. Nous avons eu un invité, mais... il n'est pas franchisé. Il n'est pas franchisé. Mais on va le transformer. Ah ben, c'est Karim Drone et il est 10h30. Non, mais il parle en toute franchise. Ah. Voilà. Puisqu'il nous présente les actualités à 10h30 et on se retrouve bien entendu dans quelques minutes pour la suite de notre émission qui se poursuit, elle, jusqu'à midi. Et si vous avez des questions à faire entendre, n'hésitez pas à nous joindre. C'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts consacrée ce matin au fonds de commerce, à la gérance libre. Mais il s'agit aussi de baliser le terrain en levant les quelques confusions, puisque effectivement il y a ce qui distingue la gérance libre de la franchise. Moussa Gelouli, et je crois qu'on a interrompu des explications à cet effet. Il s'agit pour nous de les poursuivre. Alors la gérance libre, il y a beaucoup de ressemblances, hein, parce qu'on parle toujours de la clientèle, de l'achalandage. Sauf que dans la franchise, nous avons une enseigne qui véhicule une image d'un produit ou d'un service. Et donc cette image, elle est véhiculée mondialement ou sur le plan régional. Alors, pour la gouverne, nous avons de belles franchises marocaines qui sont exportables sur tous les continents, les 4 coins du monde. Et c'est une fierté pour les entreprises marocaines à développer des concepts au niveau, soit dans l'ameublement, soit dans la restauration, soit dans beaucoup de domaines très pertinents. Et vice-versa, au Maroc, il y a beaucoup de domaines dans la location de voitures, dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans la bijouterie, dans pas mal de domaines de la vie normale. Mais revenons-en à la gérance libre qui nous intéresse aujourd'hui, parce que je voudrais quand même que les PME, PMI marocains se focalisent sur ce capital immatériel qui, de plus en plus, il a de la valeur. Et malheureusement, pas mal d'entreprises ne connaissent pas la valeur du fonds de commerce qu'ils possèdent. Et malheureusement, avec le temps, il s'effrite, et puis il s'évapore, et puis la fermeture ou l'abandon. Alors qu'il y a moyen de tirer de l'argent. Il y a moyen de tirer de l'argent. Bah oui, ne serait-ce que l'avantage du bail, c'est joli. Ça, on l'a pas nécessairement en tête, parce qu'effectivement, il y a des rentrées, il y a une activité, mais au fil du temps, effectivement, le bail prend de la valeur, parce qu'il ne progresse pas. Oui, parce qu'on est rattrapé par l'inflation. Il ne progresse pas aussi rapidement que l'inflation, d'autant plus si on est dans le cas de figure d'un bail qui a été contracté il y a de cela 30 ou 40 ans. Moussa Gelouli. Oui, tout à fait. C'est l'essentiel de la valeur de ce... Tout à fait. Donc, comme nous l'avons défini au départ de cette émission, le fonds de commerce est cessible partiellement ou totalement. Donc, je peux vendre uniquement le droit au bail. Donc, la loi me le permet de le faire. Et donc, je peux garder ma clientèle. Je peux garder l'enseigne. Je peux garder mes concepts. Mais le droit de bail, il est cessible à titre individuel. Je peux ne vendre que le portefeuille client et rester dans le business. Bon, bien sûr, il y a des engagements pour qu'il n'y ait pas récupération de la même clientèle que j'ai. Mais est-ce que quand je cède que cet aspect-là, c'est-à-dire la clientèle, Moussa Gelouli, est-ce que je reste celui qui exploite le fonds de commerce? On passe dans quel cas de figure on va tomber dans la gérance libre? Non, s'il y a cession uniquement de la clientèle, ça veut dire que il y a quelqu'un qui est intéressé par mon portefeuille et que moi, aujourd'hui, dans ce business, je ne suis plus intéressé par le développement. Et donc, la clientèle va disparaître au fil des temps, d'accord, parce que je n'ai plus
ni la force, ni la passion de le faire. Et donc, au lieu d'attendre que cet élément va s'effriter avec le temps, je peux passer mon portefeuille à un confrère, par exemple, moyennant de l'argent. C'est un contrat. Donc, prenez par exemple un expert comptable. Un expert comptable, il a la clientèle. Mais viendra un moment où il veut se convertir, par exemple, où il veut partir à la retraite, alors qu'il a une clientèle fidèle, pour laquelle... Oui, des sociétés qui lui font confiance. Mais est-ce que cette confiance-là se transmet ? Mais bien sûr, ça se transmet. Il y a des manières de le faire. Il y a des pratiques dans la profession d'un comptable, d'un expert comptable, à le faire pour initier, pour introduire ce nouveau expert comptable, jeune ou vieux, auprès de la clientèle. Ça se prépare. Ça se prépare. Il y a un prix à cela. Donc, il faut qu'il reste avec celui Et quel qui est mon achète. intérêt de ne vendre effectivement que la clientèle ? Bon, je vais limiter... je vais céder mes clients, donc je n'aurai pas nécessairement par la suite de l'activité. Oui, je préfère... j'ai pris le choix, donc j'ai décidé de faire autre chose, par exemple. Ou de me convertir en promoteur immobilier. Je ferai autre chose du local. Non, de moi-même. Non, oui, mais si je garde effectivement... Non, le local, non. C'est-à-dire, vous êtes expert comptable, vous êtes comptable établi à votre compte, vous venez de démarrer. Ça me fait beaucoup de casquettes dans cette émission, si je le dis. Voilà. Oui. Bon. Et donc, moi, je suis établi, ça fait 30 ans, 40 ans, donc j'ai un portefeuille de clientèle, mais ça ne m'intéresse plus de le faire. Je suis fatigué, et donc j'ai envie... Donc de valoriser mon portefeuille client et de le passer à quelqu'un d'autre qui a encore la force, qui a encore la patience, qui a encore, etc. Et donc, ça, il faut monnayer. Donc, ça se monnaie. Donc, ça, c'est pas une gérance libre, c'est une cession d'un élément d'actif, d'un élément du fonds de commerce. Et je fais quoi du reste ? Je le garde. Je reste. C'est un actif que je peux garder. Voilà. Mais il y a un certain nombre d'engagements mutuels à ce que je cesse de démarcher la clientèle que j'ai cédée, par exemple, sous peine de sanctions, etc., qui sont prévues par le droit des obligations et contrats marocains, etc. Bon, revenons-en toujours à notre sujet de base, qui est celui de la gérance libre. Et donc, la gérance libre, ça se propage, c'est quelque chose qui se développe, pas uniquement parce qu'on est fatigué, pas uniquement parce qu'on n'a pas de successeur, parce qu'on en fait carrément un métier. Un métier, et ça nous ramène plus tard, in fine, à la franchise. Et donc, je développe un business dans une région, dans un quartier, dans une agglomération, et je m'aperçois que j'ai du succès. Bon, prenons le cas de Bernard Tapie, que tout le monde connaît, c'était un cas d'école. Bon, il a commencé comment ? Comme syndic de faillite. Mais avant. Avant, oui. Mais avant. Je n'ai pas le pédigré. Avant, il circulait dans les ruelles des quartiers populaires en France et il achetait les bistrots en fin de carrière. En fin de carrière. C'est-à-dire qui sont gérés par des personnes assez âgées. Assez âgées. Et donc, pas d'entretien, pas d'identité visuelle, pas de couleur etc. Pas d'éclairage, pas de ceci, pas de cela, pas de collaboration ou de partenariat avec les fournisseurs de boissons, etc., etc. Et donc, il le reprend pratiquement à 3 fois rien. Il fait son travail, il rénove, il s'affiche et il commence à avoir une nouvelle clientèle. Une nouvelle clientèle. Et en faisant ça, il valorise le fonds de commerce. Ça, c'est un rachat, pas une gérance libre. Il a acheté les fonds de commerce. Il achète 3 fois rien. Oui. Il le retravaille. Il apporte son savoir-faire. Et puis, il le revend à 10 fois ou 20 fois plus cher que du prix d'achat. Oui. Donc, c'est un business. Mais ça, c'est pas encore la gérance libre. C'est pas la gérance libre. Il peut le donner en gérance libre, comme il peut le céder. Donc, lui, il a commencé par quelques gérances libres, parce qu'il a pris de la valeur. Et la gérance libre, il y a un droit, il y a quand même, quand on conclut un contrat de gérance libre, il y a des conditions.
Eh ben, justement, on va y venir à ces conditions. Voilà, et c'est On va ça ce rentrer qui dans le intéresse vif du- nos auditeurs. Oui, mais il y a des conditions, il y a aussi effectivement des façons de se protéger, que ce soit pour celui qui va louer entre guillemets son fonds de commerce ou que ce soit pour celui qui va s'apprêter à reprendre la relève, Moussa Jloli. Voilà, imaginez quelqu'un qui a, je ne sais pas, 10 points de vente, qui a développé des points de vente, un petit réseau dans une région de Casablanca, de restaurants. Et puis il a développé une enseigne, il a développé un concept, et puis il est très regardant sur la formation des personnels, et donc il a développé une façon de faire. Et donc ce petit réseau, ce petit noyau se développe. Alors maintenant, ça commence à se savoir, donc ça se passe de bouche en oreille, et puis donc là il y a la communication qui circule. Donc il y a des chances qu'il ait beaucoup de succès dans ce réseau. Et donc ce réseau, il peut être donné en gérance, en entier ou partiellement. Oui. Donc c'est une question d'organisation. Donc je peux prendre du recul par rapport à ce réseau, et je peux le donner en gérance. Mais en le donnant en gérance, moi j'ai travaillé pendant 10 ans pour arriver à 10 points de vente, 20 points de vente. Et donc, en le mettant en gérance, je peux lever des fonds. Celui qui veut rentrer en tant que gérant libre, Oui. donc il casque. Ah ben, il y a Un droit d'entrée. un droit d'entrée. Un ticket d'entrée. Donc je peux demander 1 million de dirhams. Ça dépend des cas. Comme Oui, ticket d'entrée, oui. comme garantie ou comme ticket d'entrée? Non. Parce que si ça permet de lever des fonds, le nantissement est également une possibilité. Non, c'est pas. On n'est pas au nantissement. Le nantissement, donc Oui. ça appartient au propriétaire du fonds de commerce de le oui. nantir auprès de la banque Oui, pour lever un crédit. Pour lever des fonds. Oui. C'est pas le cas. Mhm. Moi, je peux optimiser mieux. Je peux le donner en gérance et au lieu de lever des fonds très chers auprès d'un banquier, je peux lever des fonds auprès des particuliers professionnels. Et je peux demander, je dis n'importe quoi, n'importe quel chiffre, 100 000 dirhams. 100 000 dirhams, admettons que 100 000 dirhams, c'est un ticket d'entrée qu'on va considérer comme caution. C'est une caution. On va le considérer dans Oui. un premier temps comme caution. Et imaginez que les 20 points de vente sont donnés en gérance libre. Vous avez 20 multiplié par 100 000, ça vous fait combien? 2 Ça millions. fait 2 millions de dirhams. Levés à titre gratuit. Et si le contrat dure 5 ans, donc j'ai 2 millions de dirhams levés gratuitement que je peux rentabiliser, investir ailleurs, dans d'autres points de vente. Ah, donc dans un là, autre business c'est une stratégie d'expansion. d'expansion ou de diversification. Je peux Oui, diversifier. sans compter le fait que des rentrées mensuelles sont garanties pour celui qui est dans ce cas de figure. Ça, on y reviendra. Donc c'est juste, on est Et la en pratique, début. oui, et la pratique, c'est que il y a par nécessité une caution qui est prévue dans Oui. le cas Parce que où quand même, oui, je vous confie quand même un mobilier professionnel, donc je ne sais pas, des fours très chers, donc une chaîne de froid qui commande donc, très cher, donc une décoration, de la vaisselle, donc etc. il y a la possibilité d'une dégradation qui justifie le fait de demander une caution Voilà. au départ. Et donc, Alors, est-ce que c'est une caution qui est mentionnée dans le contrat de gérance Oui. libre? oui. Nécessairement? La règle veut que ça soit Le quand cas. même spécifié. Bah, ce que j'entends, c'est que qu'elle dans n'est la pas pratique, c'est fiscalisée. pas toujours le cas. Elle Ah, n'est pas fiscalisée. parce que c'est une caution. C'est une caution. C'est un dépôt et cautionnement. Et si vous êtes une entreprise, donc les comptables le savent autant que moi, donc elle est comptabilisée en tant que dépôt et cautionnement. Donc elle est restituable. Ah, donc il n'y a pas d'intérêt à ne pas la mentionner dans le contrat de gérance libre. Voilà. Donc, Contrairement à d'autres pratiques, Voilà. comme l'achat de fonds de commerce qui se fait des fois dans d'autres conditions. oui, Oui. on va parler des choses légales d'abord, Oui. et on va Mais peut-être c'est très important. Moussa, comment je le dis. contourner la loi, mais légalement. Oui. D'une façon légale. Alors voilà, donc voyez-vous, c'est une façon de rentabiliser, de professionnaliser donc, cet aspect de gérance libre qui commence à se développer. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de PME, PMI, beaucoup de jeunes qui se donnent à ce genre de business.
et qui se développe à travers un réseau. Vous voyez, il n'y a que le réseau qui assure une croissance rapide. Hein. Donc, quand vous avez un business qui marche dans un coin, donc si vous le gardez seul, donc vous restez seul. On va essayer de faire entendre la voix des auditeurs, puisque nous restons ouverts, bien entendu, à l'échange. Si vous avez des avis ou des questions, il y a la respiration musicale qu'on va un peu décaler, parce qu'on nous indique que si Abdallah nous a contacté de Casablanca, et on vous cède immédiatement la parole, cher auditeur. Bonjour à vous. Bonjour, c'est Badr, et bonjour à votre expert, et merci pour votre émission. Je vous appelle à Sidi pour un petit problème qu'on a au niveau d'une sorte de fonds de commerce. Donc en fait c'est un magasin tout simple qui est au centre-ville. Et donc le problème c'est que nous on avait payé un droit, ce qu'on appelle le pas de porte, c'est ça, un droit d'accès à ce magasin. Et il y a eu une activité qui a été donc pratiqué là-bas pendant un certain nombre d'années. Et voilà, le problème c'est que le propriétaire est aux abonnés absents. Ça veut dire que nous, le loyer qu'on doit donner au propriétaire, on trouve personne à qui le donner. Et voilà, on n'a pas les coordonnées, on n'a pas arrêté de chercher l'adresse, tout ça. Et donc, celui qui vous a vendu le fonds de commerce, il ne nous a pas communiqué le reçu. Mais ça s'est pas fait avec nous. En fait, c'est le papa. Donc le papa est décédé. Donc nous sommes les héritiers. Et puis ça c'est un peu. Oui. Donc et même je pense que le propriétaire, leur papa. Donc vous avez hérité. Donc oui. Voilà. Et comme on a eu des informations sur des héritiers qui sont à l'étranger, tout ça. Donc il y a eu plus d'interlocuteurs. Donc à un certain moment, avec les conseils d'un avocat, le loyer on le met au tribunal directement. Voilà. Donc la question est de savoir s'il y a un risque. Oui, le problème c'est qu'à un moment donné, nous on a décidé d'arrêter l'activité parce que c'est un problème économique, donc on arrête l'activité. On a envie, on a eu des gens qui voulaient récupérer ce fonds de commerce, mais il reste le problème du propriétaire qui est présent. On ne sait pas quoi faire. Il y a pas d'interlocuteur, il y a personne. Nous on est bloqué. On va arrêter l'activité en sachant que, je pense, au bout de 2 ans d'inactivité, on risque de perdre carrément le local. Donc voilà, il y a ce blocage et vraiment on sait pas quelle solution on doit apporter à ce problème. Alors Moussa, il y a beaucoup de risques dans ce cas de figure. Alors c'est Abdallah, bonjour. Bonjour Philippe. J'ai une petite question à vous poser concernant l'activité exercée par le papa et par vous-même. C'était quoi? C'était la vente de tissus, d'ameublement. C'était juste de la vente. Et donc vous avez continué dans la même activité en tant qu'héritier, c'est ça? Oui, nous on a respecté le statut, on n'a pas changé d'activité. Donc, même pour changement d'activité, il faut que le propriétaire soit d'accord. Donc, comme il est introuvable, on ne pouvait rien faire. Et même les gens qui veulent acquérir le local, ils ont envie de changer, mais comme nous, de notre côté, on ne peut rien faire. Est-ce que est-ce que vous disposez d'un contrat de bail? Alors, le contrat de bail, je pense qu'on a un contrat de bail, oui. Est-ce qu'il précise bien l'activité du... Oui, c'est bien marchand de tissus? Oui, c'est bien précisé. Très bien. Et les gens qui souhaitent acquérir le droit au bail, parce qu'il n'y a que le droit de bail qui vous reste maintenant. Exactement. Donc, est-ce qu'ils veulent continuer dans la même activité ou changer d'activité? Tout dépend. Il y en a qui veulent changer. Il y en a qui veulent acquérir l'activité et se mettre d'accord avec le propriétaire par la suite. Mais reste la question de savoir où se trouve ce propriétaire. Le propriétaire. Et on sait que, avec des informations de l'avocat,
qu'ils ne récupèrent pas les loyers sont encore cumulés là-bas au Au tribunal. tribunal, personne ne les a récupérés. Oui. Personne ne les a récupérés. Bon, en tout cas, c'est Abdallah, sachez que le loyer il est quérable. Donc on ne cherche pas le propriétaire pour lui donner de l'argent. C'est à lui de nous chercher Pour là nous où nous réclamer. sommes réclamés. Et donc il y a une prescription de 2 ans. Donc vous ne payez que même s'il apparaît un jour, vous ne payez que les 2 dernières années. C'est la loi qui le dit, c'est pas moi. Et d'ailleurs, vous avez votre avocat qui pourra vous confirmer ce que je suis en train de vous dire. Alors maintenant, vous êtes vendeur. Oui. Bah oui, pour négocier dans les meilleures conditions. Moi, Si j'ai on une vous question. demande en tant qu'acheteur, si j'ai l'information effectivement de l'identité du propriétaire, je pourrais savoir si j'ai la possibilité ou non de modifier la nature de l'activité à la suite Quand même, j'ai une de question l'achat. à C'est Abdallah. Est-ce que c'est une société de droit marocain ou c'est une personne physique? C'est quoi cette C'est une personne physique. C'est une personne physique. une personne physique à votre nom ou au nom de la famille, au nom des héritiers? Là, au nom d'un de membres de la famille. D'accord. Enfin, l'idée serait de transformer la personne physique en personne morale et vous dans ce cas, regardez un expert comptable ou un comptable agréé pour faire la cession des parts, tout simplement. Et vous êtes tranquille. Ah, d'accord. Très bien. Voilà. Oui. Vous avez- Oui. Et par rapport au paiement des loyers, bon, il y a cette prescription des 2 ans et la personne est censée se Et manifester le pour les réclamer. successeur potentiel, donc vous n'avez qu'à lui dire que bon voilà, le propriétaire est introuvable et il n'a qu'à attendre un jour qu'il soit notifié des loyers et il faut qu'il garde le dernier reçu payé par vous-même, etc. Et il n'a pas à verser à la caisse de l'État quoi que ce soit. Donc c'est encore un avantage pour la vente. C'est un avantage. Maintenant, les loyers qui sont au tribunal, Non, c'est un fonds perdu, ça. c'est un fonds perdu. C'est un fonds perdu. Et après, Après, s'il y a quelqu'un qui se manifeste, donc il réclame les loyers, mais à hauteur de 2 ans, pas plus. d'accord, Ah, très bien. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Au Très revoir. bonne journée, Siab. Là, c'est nous qui vous remercions. Il y aura bientôt Moulad Baba qui va réclamer la parole, puisqu'il y a les informations à 11h. On va profiter de la respiration musicale et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre J'espère que les émission. informations sont bonnes. Oh, on restera en tout cas joignable si vous en réclamez ou si vous avez des avis à faire entendre. C'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin avec notre invité Moussa Jloli qui est expert en fonds de commerce et nous parlons de la gérance libre. Ceux qui ont des questions à faire entendre, n'hésitez pas à nous joindre, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Mais pour reprendre quelques instants encore, Moussa Jloli, la réponse à la question de Si Abdallah qui souhaite entre guillemets envisager dans les meilleures conditions une cession du fonds de commerce, et il y avait le conseil de passer à la structure sociétaire. Quel est l'avantage précisément pour, disons, aller au bout de l'opération dans les meilleures conditions? L'opération de vente du fonds de commerce pour Si Abdallah, Moussa Jloli. Alors, ça c'est un montage. C'est un montage par lequel une personne physique ou des personnes physiques associées à un fonds de commerce peuvent constituer une société à responsabilité limitée ou une société anonyme, en tout cas une forme sociétaire. Et puis après, on pourra parler de part sociale ou d'action dans la société. Donc transférer des actions ou des parts sociales est relativement une procédure différente à celle de transférer, céder, vendre un fonds de commerce. Il y a un traitement comptable, il y a un traitement juridique et un traitement fiscal. Oui. Mais si le conseil était d'en passer par une structure sociétaire, c'est qu'il y avait un avantage dans le cas présent. Moussa Jloli. Dans le cas présent, Dans le comparatif qu'on peut faire. ils sont propriétaires du fonds de commerce et donc il n'y a pas un apport de fonds de commerce. Ils sont les propriétaires. Il n'y a que la forme juridique qui va changer. C'est le passage de la personne physique à la personne morale ou des personnes physiques à une personne morale. Et chacun va garder les mêmes proportions, soit en action, soit en part sociale, selon la forme juridique de la société qui va être créée prochainement.
Bon, maintenant, la cession après du fonds de commerce ou de la société. Après, on va parler de la cession de la société. Oui, qui est, Qui est propriétaire du fonds de commerce. Mhm. Et donc, le fonds de commerce reste là où il est. Il n'y a que les propriétaires qui vont bouger. Hein, on va uniquement agir sur les propriétaires pour remplacer X par Y, moyennant bien sûr un acte de cession qui va être soumis à une fiscalité de l'IR, etc. Donc l'avantage est fiscal? Il y a un avantage fiscal, donc indéniable. Donc c'est un traitement fiscal, donc ça se fait par un comptable agréé, un expert comptable ou un avocat d'affaires. Mais je préconise un expert comptable ou un comptable agréé qui sont rodés dans ce genre de situation. C'était le complément pour la question de Siabla. Alors on va reprendre, disons, notre sujet du jour. Nous parlons de gérance libre, plus spécifiquement des fonds de commerce par nécessité. Et on en était au chapitre, effectivement, où il s'agit d'envisager dans les meilleures conditions d'en passer par la gérance libre pour celui qui est propriétaire d'un fonds de commerce, l'avantage et l'intérêt, mais surtout d'un point de vue pratique, quels sont les passages obligés, Moussa Jlouli, pour celui aussi qui souhaite de son côté s'engager, parce qu'on s'engage sur un loyer, il y a une caution, il y a un contrat à négocier, Moussa Jlouli. Alors, la gérance libre, c'est un contrat. Et qui dit contrat dit obligation. Obligation des contrats. C'est le DOC, d'ailleurs des obligations et contrats. Et donc il y a des droits et des obligations qui naissent à partir de la conclusion de ce contrat de gérance libre. Donc le gérant libre, il a des droits et il a quand même des devoirs, des obligations. Idem pour le propriétaire du fonds de commerce qui s'oblige à cesser d'intervenir tout le temps, parce que de s'immiscer, parce qu'il a donné en gérance libre, c'est-à-dire il se retire, à moins que le gérant libre souhaite que le propriétaire du fonds de commerce fait partie du fonds de commerce et qu'il préfère le garder dans la façade pour les clients qui le connaissent parce que il y a la confiance. Parce qu'ils ont confiance à Madame Untel ou à Monsieur Untel dans une activité déterminée. Si c'est un commerce qui ne va pas nécessiter la présence du propriétaire du fonds de commerce, eh ben le gérant libre, il en fait son affaire, mais à condition qu'il ne change pas d'activité. Oui. Qu'il préserve la clientèle. Qu'il préserve le chiffre d'affaires, qu'il préserve un standing, qu'il ne change pas la façade. Oui, mais ce sont des aspects qui sont nécessairement à stipuler au niveau du contrat. Au niveau du contrat. Oui. Alors maintenant, donc il y a de la latitude sur ce point. Oui, faire des investissements ou ne pas en faire, garder les machines ou ne pas les garder. Quelqu'un qui est gérant libre d'un restaurant, rien ne l'empêche de changer les draps, la couleur des draps. Rien ne l'empêche à jouer sur l'éclairage. Rien ne l'empêche à introduire des petites touches d'amélioration, d'embellissement. Mais pas ajouter, je ne sais pas, transformer le local qui fait 200 mètres carrés, c'est-à-dire créer des murs, des cloisons. Non, ce n'est pas possible. Parce que ça va créer des problèmes entre le propriétaire des murs et le propriétaire des fonds de commerce. Et il risque l'évacuation sans indemnisation. Pour le propriétaire du fonds de commerce. Donc, oui. Et par ricochet, il va se retourner sur la responsabilité du gérant libre qui a dépassé ses prérogatives. Donc, allez-y définir la responsabilité, qui a fait quoi, etc. Donc le propriétaire des murs connaît uniquement le propriétaire du fonds de commerce. Le propriétaire des fonds de commerce qui est le locataire. Oui. Le locataire. Et donc, parmi les conditions sur lesquelles il faut être très regardant, c'est la durée. La durée de ces contrats de gérance libre. De gérance libre. C'est par définition un contrat à durée déterminée. Par définition. Elle ne peut pas être un contrat à durée indéterminée, open, parce que le fisc va la considérer comme une cession déguisée d'un fonds de commerce. Et donc,
c'est lourdement taxé. Et j'invite nos auditeurs qui nous écoutent à faire très attention à cela, parce que c'est une jurisprudence, ce sont des pratiques qui se font, mais attention à ce genre de clause dans un contrat de gérance libre. Et la durée qui se négocie traditionnellement. Alors, au chapitre des conditions, il y a la durée, mais il n'y a pas que la durée. Mais sur ce point précis, Moussa Jlouli. C'est négociable. La durée est négociable. Bon, au début, il y a un peu de méfiance. Donc moi, je suis un futur gérant libre. Je ne sais pas comment ça va tourner. Et de l'autre côté, toi qui es propriétaire du fonds de commerce, tu ne sais pas comment je vais me comporter vis-à-vis de mon fonds de commerce que j'ai créé. On avance et puis on voit. Oui. Et donc, il y a une relation de méfiance. Et donc, la négociation va se faire autour de la durée du contrat. Ça peut être 1 année, ça peut être 12 ans, ça peut être 3 ans, ça peut être 2 ans. Mais le premier contrat est court, généralement, ce qu'on observe. Oui. Le contrat est par définition un contrat à durée déterminée. C'est un peu comme notre émission, elle a une durée déterminée. Il y a une auditrice qui nous a contacté, c'est Madame Aïcha qui nous contacte, d'après ce que me dit la régie de Casablanca. Une voix féminine, c'est bien. Ah on reste à l'écoute de toute manière, Moussa Jlouli. Alors, bonjour à vous, chère auditrice. Oui, bonjour. Bonjour monsieur l'expert, bonjour monsieur Badr. Bonjour. Alors j'ai une question déjà des faits et puis une question qui va se suivre. Alors je suis propriétaire d'un fonds de commerce dont la gestion est assurée par mon père, donc il est tombé malade, ça fait des années. Actuellement, donc j'ai confié la gestion à l'un des salariés, des employés, sauf qu'on n'a pas établi de contrat, de crainte qu'il aspire à des droits par la suite. C'est comme un associé. Donc du coup, j'ai convenu avec lui de me donner mensuellement bien sûr une X montant. Et c'est pas vraiment une redevance, il y a X montant, oui. Et le reste, il le prend. Sachant que c'est un salarié que je déclare auprès de la CNSS et tout. D'accord. Donc, j'ai dû toucher la déclaration de la CNSS en réduisant le nombre des jours travaillés, parce que là, il perçoit autre chose que... Moi, mon problème, c'est que suite à plutôt des contrôles inopinés de la CNSS, ce dernier a dû prétendre qu'il est lésé du fait que je déclare pas tous ces jours, et en l'absence d'un contrat écrit et autres, donc concernant cette gestion ou sous-traitance, donc je me suis posé des questions. Bien sûr, j'ai eu des redressements de la part de la CNSS. Le contrat de gestion que j'ai confié à ce monsieur donc n'est pas écrit. Ma question, c'est que déjà, est-ce qu'il y a un risque que celui-ci ou ce dernier, donc du fait donc de ces agissements, prétende à une propriété commerciale, sachant qu'il gère ça fait là plus de 4 ans. Sur le fonds de commerce et tout, parce que monsieur l'expert a parlé donc d'une session déguisée. Donc on dépasse un certain quand c'est à durée indéterminée, oui. Oui, alors là, il y a pas de contrat déjà. À la base, il n'y a pas de contrat. Deuxième chose, en l'absence de contrat, je crois que la personne peut prétendre à une propriété commerciale en l'absence d'un contrat au-delà d'une période de 4 ans. J'ai ma deuxième question, c'est par rapport... Déjà, est-ce que vous permettez que je pose une deuxième question? Bien sûr, allez-y. Vous avez toute la latitude. Oui. Merci, vous êtes gentil. Alors, deuxième chose, c'est par rapport à l'étendue de responsabilité de chacun des deux intervenants, donc lui et moi. Alors, surtout la responsabilité pénale. Donc, généralement, il se peut qu'il y ait des disputes ou autres qui peuvent aboutir à je ne vais pas vous effrayer, à des coups et l'intervention de la police, de la PJ. Et généralement, en l'absence de contrat, il cherche le propriétaire donc du fonds de commerce qui n'est autre que moi. Donc, pour éviter de me déplacer à chaque fois au sein de la PJ, donc je lui ai établi une sorte de mandat spécial afin qu'il me représente au titre des formalités administratives et autres, de me représenter, voilà, au titre des formalités administratives. Et j'ai même cité qu'il engage ses responsabilités en termes... Bon,
Bon, c'est un peu aberrant, mais j'ai tout fait. J'ai essayé d'établir ce document, au moins pour que je puisse pas me déplacer à chaque fois près de la police judiciaire. Mais la question reste posée. En l'absence d'un contrat écrit clair, il n'y a pas un risque pour moi. Alors, Moussa Joly, bon... Écoutez, Madame Aïcha, d'abord bonjour. Bonjour. Le risque, il est toujours là. Donc, il nous accompagne dans toute affaire, tout business. Et la configuration dans laquelle vous êtes, alors j'imagine que vous n'avez pas ni le temps ni la patience pour vous occuper de cette affaire et donc vous confiez la gérance à un salarié. Donc la question que je vous pose, est-ce qu'il est déclaré à la CNSS en qualité de quoi? Un salarié travaille dans le fonds de commerce. Un gérant salarié? Non, c'est pas un gérant salarié. Pas un gérant salarié. Il a en tant qu'employé. En tant qu'employé. Un serveur, en tant que serveur. Ah, d'accord. Donc c'est un restaurant. D'accord. C'est un petit restaurant. Et donc, en fait, c'est un bar. Oui, c'est un lieu public. Voilà. Très bien. Alors, ce gérant, donc vis-à-vis du code... Un gérant de fait. Oui. Non, c'est pas un gérant de fait, c'est un gérant de droit, mais il n'est pas gérant libre. Il n'est pas libre. Donc la notion de liberté, donc le contrat qu'il y a avec vous ne lui permet pas d'agir en toute liberté. C'est-à-dire qu'il n'a pas tous les pouvoirs d'agir. Donc vous avez parlé d'un mandat, on y reviendra. Oui, mais comme il n'y a pas de contrat écrit... Non, il a un contrat de salarié. Il a un contrat de salarié. Contrat écrit ou de fait, c'est la même chose. Moi, je propose que le contrat soit écrit de salarié. Comme ça qu'il n'y ait pas de quiproquo après d'interprétation ni de la CNSS, ni des impôts, ni de lui-même, parce qu'il peut prétendre des droits. Mais oui, mais qu'est-ce qu'il faut... En plus, lui-même. Oui, parce que, maintenant, il a tellement géré la boîte qu'il est devenu un élément du fonds de commerce. Un élément du fonds de commerce, tout le monde le connaît. J'imagine que vous n'êtes même pas connu dans ce commerce. Exactement. Et donc c'est lui qui est connu, c'est lui qui reçoit les clients, c'est lui qui achète, c'est lui qui paye les salariés, etc. Par l'écrit, pourquoi? Pardon? Mais on passait par un contrat écrit pour spécifier quoi précisément? C'est un gérant salarié. On peut avoir un gérant d'entreprise, non associé. Donc il n'est pas associé. Et donc, la distinction est bien établie. Mais là, c'est une autre pratique, donc Mme Aïcha pourra nous le confirmer. Donc, dans ce genre d'activité, donc il y a une licence d'alcool qui a son nom, j'imagine. Oui. Et donc, c'est la raison pour laquelle donc vous avez gardé donc cette personne très longtemps, aussi longtemps que possible. Malgré les. Et si vous le licenciez un jour, donc vous risquez de perdre la licence. Et donc, il n'est pas gérant libre vis-à-vis de la loi. À partir du moment où il est déclaré à la CNSS, maintenant, vous le déclarez à quel montant, est-ce que vous respectez la réglementation, le code du travail, etc. C'est une autre paire de manches, vous étiez redressé pour cela. Donc, je vous invite à respecter le code du travail. Alors maintenant, est-ce qu'il réclame des droits? C'est ça la question. Est-ce qu'aujourd'hui, il vous réclame des droits ou vous avez uniquement un sentiment? Oui. C'est plus, si j'ai bien compris, Mme Aïcha, le sentiment que possiblement il peut prétendre à un autre statut. Quelle est votre inquiétude, au juste, madame? Oui. Un autre discours auprès de la CNSS, parce que je lui ai réduit les jours de travail, parce qu'en contrepartie, il perçoit un bénéfice. On répartit les bénéfices. Moi, je crains qu'à long terme, c'est une personne en qui je ne peux plus faire confiance, et je ne peux pas licencier non plus. Moi, je crains que demain ou après-demain, il prétende un droit sur le local lui-même. Il peut dire que j'ai la propriété commerciale. Est-ce qu'il y a ce risque? Pardon? Non, ce risque il n'existe pas, madame. Vous avez cette crainte, vous avez tout le droit d'avoir raison, mais le risque que vous courez, si jamais il y a une dispute entre vous et lui, donc il s'en va, et donc vous fermez la boutique en attendant quelqu'un d'autre qui va prendre en charge la licence. Il ne peut pas, entre guillemets, prétendre à la propriété de ce fonds de commerce, malgré le fait qu'il soit... D'ailleurs, c'est une pratique qui est connue dans les débits de boissons alcooliques, que la licence, c'est au nom d'un serveur.
Hein. Exactement. Voilà, c'est autant des Français, donc on a reconduit autant des Marocains, etc., etc. Et c'est une pratique, vous n'avez aucune crainte. Donc il a le statut de salarié. Maintenant, pour être tranquille, tout ce que vous le versez en dividende ou en bénéfice, vous l'appelez pas bénéfice, autant le déclarer. Comme ça, lui, il paye l'IR sur cela et il constitue... Donc, établir une variable et un salaire fixe. Voilà, un salaire fixe et puis une variable. Une commission. Ou un intéressement variable sur lequel il va payer de l'IR. En fonction de sa performance. Il va constituer une belle retraite, etc. Et comme ça, vous êtes tranquille vis-à-vis de la loi. Et lui, il est tranquille. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, Madame Aïcha. Nous resterons bien sûr ouverts à l'échange jusqu'à midi et je me dois, avant la respiration musicale, de rappeler à tous ceux qui nous écoutent que vous pouvez nous contacter toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts avec notre invité Moussa Jloli, qui est expert en fonds de commerce précisément. Et nous sommes aussi avec les auditeurs qui souhaitent s'exprimer. On m'indique à la régie que Si Mohamed nous a contacté de Casablanca et on cède immédiatement la parole, d'autant que le temps risque de nous presser. Nous restons à l'antenne, je le rappelle, jusqu'à midi. Bonjour à vous, Si Mohamed. Oui, bonjour Sibadra, bonjour Stade Jloli. Merci pour la thématique, de l'intérêt de la thématique portant sur le fonds de commerce, dans toutes ses acceptions. Moi, j'ai deux questions à poser par rapport, je dirais, à la location-gérance ou plutôt location libre. Je voulais poser la question aussi par rapport aux contrats antérieurs qui sont déjà signés par le propriétaire du fonds de commerce. Est-ce qu'ils sont transmissibles au nouveau gérant sur le plan juridique? Est-ce que, soi-disant, est-ce qu'ils sont engageants? C'est ça, les anciens contrats d'assurance, contrats de financement, contrats de location et tout ça. Donc les anciens créanciers, est-ce qu'ils sont tenus, soit de changer leur contrat ou de s'opposer à cette opération de location-gérance, ou carrément la réglementation leur permet de poursuivre les deux personnes, à savoir le propriétaire aussi bien que le gérant, le nouveau gérant, donc un gérant libre. Comme ça leur donne un peu la possibilité de se retourner contre le principal obligé au départ et carrément donc je dirais se retourner contre le plus solvable, la personne la plus solvable, soit le propriétaire, soit le nouveau gérant libre. Est-ce qu'il y a cette possibilité ou carrément il y a une opposabilité? Il faut tout d'abord observer une publication. Oui, est-ce qu'il y a une solidarité, je dirais, indéfinie ou plutôt une solidarité active entre les deux? D'une part. D'autre part, par rapport, je dirais, le financement, je sais qu'en matière de financement, s'il y a un nantissement fonds de commerce, je dirais, les créanciers, en l'occurrence le banquier, n'acceptent pas donc la location, sauf accord préalable ou sauf ce qu'on appelle accord, je dirais, d'adhésion. Il doit donner son accord d'adhésion puisque le fonds de commerce est nanti. Donc ça c'est... Mais par rapport aux autres, à savoir les employés, est-ce que leurs contrats sont transmissibles? Est-ce qu'ils gardent leurs avantages? Et en même temps, par rapport également aux autres créanciers, est-ce que leurs créances sont sauvegardées, protégées? Est-ce qu'il y a des formalités en termes de publication, d'insertion au niveau des annonces légales pour pouvoir, donc je dirais, informer les créanciers, les nouveaux créanciers qui ne sont pas au courant? Est-ce qu'il y a un délai à suivre, sinon il y aura de la forclusion? Donc, si vous pouvez nous éclairer davantage par rapport à ça, si je le lis, puisque il y a parfois ces parties prenantes, ils sont également, je dirais, quelque part, ils ne sont pas renseignés, ils ne sont pas, je dirais, informés en temps opportun. Parfois, ils perdent soi-disant, leur avantage ou leur privilège, si jamais ils ne sont pas au courant. Donc, en temps opportun. Voilà, je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Mohamed. Alors, une question à plusieurs tiroirs, comme d'habitude. Oui. Merci, Mohamed, pour toutes ces questions très pertinentes. Donc, moi, j'ai peur qu'on dépasse le midi pour répondre à ces questions, très intéressantes d'ailleurs. J'aurais souhaité que Mohamed nous poserait ces questions au départ. Comme ça, on va faire au mieux. Oui. Hein? Oui. Alors, je vais commencer par la fin, par la solidarité. Alors, la solidarité, la réponse est non. La réponse est non, et je vais expliquer pourquoi.
Le propriétaire d'un fonds de commerce, quand il donne à gérance libre à quelqu'un d'autre ou à une autre personne morale ou physique, d'abord, il y a des formalités de publicité légale, hein, dans le bulletin officiel, dans les journaux d'annonce légale, etc., pour porter à la connaissance à des créanciers, publics ou privés, que le propriétaire du fonds de commerce donne à gérance. Et à partir de cette publicité légale, donc le banquier est informé, le fisc est informé, la CNSS est informée et les créanciers, chirographaires et autres sont informés. Censés, voilà. Donc, censés être informés de par la loi, parce qu'il y a un délai. Je dis toujours, délai, la lecture du bulletin officiel n'est pas la lecture de chevet de tout un chacun. Ce qui est important dans une gérance libre, c'est que le propriétaire du fonds de commerce cesse il perd la qualité de commerce. Momentanément, pendant la durée. Provisoirement. En attendant l'échéance du contrat. Il reprend la casquette après. Qui c'est qui est le commerce? C'est le gérant libre qui entretient des relations, qui exerce une activité de façon habituelle et donc il en fait son affaire personnelle. Et donc, il a des créanciers, il a des salariés, il a des obligations, il a des contrats, et donc, il exerce son activité commerciale comme s'il était le propriétaire du fonds de commerce. Alors maintenant, ce sont deux entités différentes vis-à-vis de la loi. Donc, le législateur marocain scinde le propriétaire du fonds de commerce et le gérant libre. Il y a une précision très importante dans un contrat de gérance libre. Donc le gérant libre n'a pas de siège social ni d'adresse fiscale à l'adresse du fonds de commerce. Donc il doit avoir sa propre adresse, son propre domicile fiscal, dans lequel il est fiscalisé, il est toutes les communications officielles et autres. Donc il assumera sa responsabilité. Voilà. S'il ne paye pas... Vis-à-vis des tiers. Vis-à-vis des tiers, quels qu'ils soient. Le fisc, les banques, les contrats d'assurance, tels que c'était cité par Si Mohamed. Ouais. Donc maintenant, dans la pratique, un créancier qui n'est pas payé par le gérant libre, ça peut être une banque, une assurance ou autre, ou un fournisseur de viande. Lui, il connaît le propriétaire du fonds de commerce. Mais, comment faire pour récupérer sa créance? Donc il y a les saisies conservatoires, il y a le contentieux, etc. Il y a la médiation, l'arbitrage. Donc pour récupérer ces billes. Maintenant, le plus simple dans la pratique, c'est faire ce qu'on appelle avis à tiers débiteur. On saisit entre les mains du propriétaire du fonds de commerce les redevances. Et donc on saisit les redevances entre les mains des propriétaires. Ah oui, les redevances qui sont versées par le gérant libre s'il y a un problème au niveau des propriétaires des fonds de commerce. S'il y a un problème au niveau... Donc, celui qui reçoit l'argent, donc, l'ATD, s'il y a un problème qui surgit au niveau des propriétaires des fonds de commerce, donc, la saisie se fait entre les mains de celui qui paye. Et celui qui paye, dans notre cas, c'est le gérant libre. Oui. C'est le gérant libre. Il va payer une somme, c'est la redevance, et sur cette somme, il y aura des saisies. Que le propriétaire du fonds de commerce, il se peut qu'il ait donné son fonds de commerce en nantissement. Il a levé des fonds, et puis il attend une gérance libre pour avoir une redevance pour pouvoir. Et donc, de ce côté-là, les problèmes, la question est très claire et la question d'Else Mohamed est très pertinente à ce sujet. Alors maintenant, la transmissibilité des créances. Oui, alors moi j'ai des dettes, mais effectivement... Il n'y a pas de solidarité fiscale. Parce que chacun a un identifiant fiscal. Donc celui qui perçoit la redevance, donc il a un revenu fixe sur lequel il va payer ses impôts. S'il est établi à titre personnel, c'est l'IR. Si c'est une société qui est propriétaire des fonds de commerce, c'est l'IS.
et basta. Et le gérant doit payer les impôts relatifs à l'activité. Il a une activité, il a un chiffre d'affaires fluctuant dans le temps, etc. Il a un personnel à payer, il a de l'IR, il a de la retenue à la source, etc., etc., etc. Et donc chacun agit d'une façon libre et indépendante de l'autre. D'accord. Et sur le veto, parce que, bon, si Mohamed a posé la question du alors, point de vue oui, des salariés, mais le veto, parce qu'il a posé la question du point de vue aussi de ceux qui accordent un financement, c'est-à-dire les banques. Et il disait que dans des contrats, on devait solliciter l'accord préalable des créanciers, notamment la banque, dans le cas où le fonds de commerce serait en nantissement, entre guillemets, et la banque pourrait s'opposer au fait que le fonds de commerce puisse être donné à gérance libre. Est-ce que c'est opposable ou est-ce que c'est abusif? Non, je crois que la question d'Els Mohamed va dans le sens où le gérant libre lève des fonds auprès d'un banquier et il donne une caution, enfin un nantissement du fonds de commerce qui lui appartient parce qu'il est commerçant. Il a un siège social, donc il a une clientèle, il a une activité, il a un chiffre d'affaires, etc., etc. Et donc il donne, parce que le banquier ne peut pas savoir s'il est gérant libre dans un restaurant, dans plusieurs restaurants, donc il a une activité. Il ne voit que les états de synthèse, que le bilan, que le compte de produit des charges, etc. Et donc, c'est une relation de confiance entre lui et son banquier. Il sait qu'il a un mouvement. Oui, mais j'ai cru comprendre que la question aussi portait sur la possibilité que celui qui est propriétaire du fonds de commerce, qui aurait, par exemple, contracté un crédit, qui aurait donné le fonds de commerce en nantissement, et bien la banque puisse s'opposer au fait qu'il donne le fonds de commerce en gérance libre. Moussa Jloli. Enfin, rien n'interdit quelqu'un qui est débiteur vis-à-vis d'une banque à donner à gérance libre. Donc même si c'est contractuel, c'est considéré possiblement comme abusif. Ce qui intéresse la banque, c'est que les échéances... D'être payé, oui. D'être payé. Maintenant, s'il paie régulièrement, le problème ne se pose pas. Oui, mais qui paye régulièrement? C'est le propriétaire du fonds de commerce qui a un crédit. Avant de donner à gérance. Oui, mais s'il donne à gérance libre, il continue de payer le crédit à partir des redevances qu'il perçoit. Bien sûr, c'est le seul revenu qu'il a. Oui, donc... oui, ça c'est une distinction importante. Bon. Et maintenant, s'il s'arrête d'honorer cette traite, ses engagements vis-à-vis de la banque peut exercer un droit sur les redevances. J'entends bien. La régie exerce également son droit parce qu'il y a des revenus et ils sont publicitaires. Il y aura une petite pause et on se retrouve dans quelques instants, même si je sais qu'il y a aussi d'autres auditeurs et la respiration musicale à faire entendre. Et comme le diable se cache dans les détails. Bon, il y avait une question pertinente également qui était soumise par Si Mohamed. On va donner la parole bientôt, dans quelques instants, à Si Abslam. Mais la question des salariés. Alors, vers qui ils se tournent? On peut prendre un exemple. Écoutez, ça dépend des contrats. Ouais. Encore, il faut être vraiment bien conseillé pour une bonne rédaction d'un contrat très transparent, très équilibré, etc., entre le gérant libre et le propriétaire du fonds de commerce. Je peux me débrouiller un business en gérance libre avec le personnel, parce que c'est le personnel qui m'intéresse, parce qu'il a le savoir-faire, parce qu'il connaît la clientèle, parce qu'il connaît la recette, parce qu'il connaît un certain nombre d'habitudes. Oui, mais ça, c'est les avantages. Mais en cas de contentieux... Donc, je peux exiger du propriétaire de fonds qu'il me laisse les salariés. Comme je peux lui dire, écoutez, moi, les salariés, moi, j'ai les miens. J'ai les miens. Faites de vos salariés ce que vous voulez. Donc, c'est à lui, c'est négociable. OK. Alors maintenant, la configuration la plus compliquée, c'est de prendre en gérance libre une affaire avec les salariés. Maintenant, en cas de licenciement, par exemple, en cas de litige, qui c'est qui indemnise et contre qui se tourne le salarié? Logiquement, avant la conclusion du contrat de gérance libre, le salarié avait un contrat avec le propriétaire du fonds de commerce. Oui. Maintenant, dans le contrat, on peut stipuler que les salariés peuvent continuer à être les salariés des propriétaires du fonds de commerce. Comme ça peut être stipulé que les salariés, dorénavant, sont payés par le locataire libre.
D'accord? Et donc, il y a une transformation de contrat. Donc, on change d'employeur. Oui, on change d'employeur et est-ce qu'il y a la continuité? Quelle continuité? Si on change... oui. Au moment, ça peut être stipulé au moment de la fin du contrat. Les personnes reviennent à la case de départ et reprennent le contrat avec le propriétaire du fonds de commerce. Oui. C'est des choses qui se négocient. C'est pas très compliqué. Il faut s'adresser à des spécialistes pour ne pas faire de conneries. C'est le meilleur conseil qu'on puisse donner. Il y a un auditeur qui nous a contacté, Siab Slam, me semble-t-il, de Casablanca. Bonjour à vous, cher auditeur. Oui, bonjour Monsieur Badr, bonjour Monsieur Jleli. Bonjour Assid. Ben voilà, تبارك الله عليكم. عندي شريت واحد المحل تجاري صافي une trentaine d'années. درت الRC ديالي لو ريجستر كوميرس با بروبليم, je paye le loyer. Ben le propriété مات. جا ولدو ولينا كنخلصوه, ولدو عاوتاني. مات الولد عاوتاني. ما بان حتى شي واحد, صافي 3 ans. ديرنيغومون بان الولد ديال السيد اللي مات. قلنا له عطينا واحد النسخه ديال الاراثه باش نخلصوا زعما صات الويي. قال لك واخا, مشى هي هذيك, ما بانش كاع, صافي 3 ans دابا. كيسكو جو دوا فير؟ عندي 3 ans de loyer non payé. Et ils étaient pas payés au tribunal? لا ما مشيتش للتريبيونال, ما مشيت تقول دابا يبان الولد ونخلصوه عادي, ما مشيتش للتريبيونال كاع, ما كاين لا تريبيونال لا والو. D'accord, donc est-ce qu'il y a un risque qu'on puisse entre guillemets prendre prétexte de cela pour entre guillemets libérer le local, Moussa Jloli? Oui, c'est Abd Salam, صباح الخير. صباح الخير أستاذ. Alors اللي كاين في هذه الحالة ديالك هو أن صاحب العقار توفى وخلى الورثة ديالو, بقيتو كتعطيو هذوك الواجبة الكرائية لأحد الورثة, ومن بعد هذاك أحد الورثة من بعد 3 سنين توفى. نعم. ومن بعد غبروا كلهم. هذا هو الوضعيات. فوالا. هذا هو الوضع. ولكن ديرنيغومون بان الولد ديال اللي مات, بان ولدو. Oui. Mais il n'a pas fourni l'acte d'hérédité parce qu'ils étaient plusieurs et il n'a pas voulu prendre la responsabilité. Donc ما كيهمش, اللي كيهم سي عبد السلام هو انه بعد الاحتياط اللي خصك تاخذ اولا هو انه ما تعطيش الكرا لاي واحد. اي واحد جاك, يقدر يجيك واحد اليوم وواحد الاسبوع اخر تجيك شي بنت واحده اخرى كتقول لك اودي هذا, ومن بعد تجيك الام ديالها وما غتساليش. قانونيا خصك تشوف هذا الشيء مع المحامي ديالك, وحنا نعطيوك النصائح اللي نقدروا نعطيهم لك حاليا, وانه ما يمكنش تعطي الواجبه الكرائيه الا جاب لك الاراثه زائد وكاله خاصه لاستخلاص الواجبه الكرائيه, ويعطيك نسخه ديالها مصادق عليها وتخليها عندك مع الاراثه. حتى الا جا شي واحد يرفع عليك شي دعوه غدا يقول لك اودي انا ما مخلصيني, يمكن كتخلص شي واحد اخر, تقول له ودي انا راه عندي ما يفيد بانك احد الورثه وبانك راك عاطي تفويض لواحد السيده ولواحد السيد باش تستخلص هذوك الواجبات الكرائيه. هذه من ناحيه الاحتياط. الان ما عندكش هذا الشيء كل شيء, ويمكن غير تساهلا منك ولا من الطيبوبه ديالك بقيتي كتعطي الولد ديال السيد اللي توفى, وهذا يمكن ما فيش مشكل, لانه لحد الساعه ما عندكش شي نزاع في المحكمه. اللي يمكن يدار هو انهم ما تبقى تعطي حتى لشي واحد شكرا, وعندك في جميع الحالات الريسك اللي عندك هو 2 عام الاخرى احتفظ عليها باش اللي جا نازعك وجاب الصفه ديالو كتعطيه كتأدي له 2 سنين الاخيره من الكراء, لان كاين فيها التقادم. واش دابا عافاك استاذ؟ نعم. واش هما خصهم يديكلاراو هي بعامين ولا لا هما غيطلبوك ب10 سنين الاخرى ولا ب5 سنين, داك الشيء اللي بقى عندك, ولكن انت كل شيء. نعم. واش خصني نخلص هذاك الشيء اللي طلبوا به كله؟ لا, القانون وضع حدود بالمطالبه بالواجبه الكرائيه. الواجبه الكرائيه ما يمكنش تغبر عليا انا 20 عام وتجي تقول لي خلص لي 20 عام. نعم. القانون كيحمي المكترين وكيقول لي اودي ما يمكن الطالب
الا بالسنتين الاخرى اللي كاين التقادم، والتقادم هو اجراء من الاجراءات اللي الحمايه ديال الاطراف. ما يمكنش الانسان يغبر 20 30 سنه او لا قرن ومن بعد يجي يحسب عليا انا مليار ولا جوج. نعم. اذا في هذه الحاله هذه غتبان المعادله ماشي هي هذيك. ريزيرف دو 2 ans. فوالا دونك السنتين الاخرى هي اللي واجب عليك انك تاديها بناء على اخر سومه معروفه. حتى هذيك 10% اللي كل 3 سنين كتزاد راها ما يمكنش تطبقها الا بغيتي تعطيها لي من تلقاء نفسك فداك. والا راه خصهم هما يطلبوها منك يا اما حبيا وهنا كتطبق القانون، والا ما بغيتيش كيمشيو للقضاء وكيستخرجوا واحد الحكم قضائي كيلزم عليك باش انك تنفذ 10% كل 3 سنوات بالنسبه للمحلات التجاريه، ما كندوش على المحلات الاخرى. نعم. دونك واش جاوبنا على الاسئله ديالك ولا باقي شي واحد اخر؟ عرفت سؤال واحد الوالدين دابا الى جاو باغ اكزومبل 10 سنين جاو، واش انا خصني نخلص 10 سنين عاد ندعيهم على التقادم ولا خصني نخلص هي ذاك العامين؟ لا غادي شوف غادي تخلص عامين ابتداء من المطالبه. لين فريد جاو عندك غدا الثلاث قالوك الله يخليك وخصهم يجيو عن طريق مفوض قضائي او لا انذار شبه قضائي يقول لك الله يخليك راه كنتسالوك 20 سنه. نعم. ابتداء من هذاك التاريخ غدير لهم واحد العرض عيني بالسنتين الاخيره، غترجع سنتين اني 24 شهر الاخرى وغدير لهم واحد العرض عيني بواسطه مفوض قضائي. نعم. هذيك السنتين وغتعرض على هذاك السيد اللي صيفط لك هذاك الانذار. نعم. وفي هذه الحاله هذه غيرفضوا. ملي غيرفضوا شنو غدير انت؟ غتشوف مع المحامي ديالك غيدير الايداع بصندوق المحكمه المختصه. غدير الايداع ديال المبلغ ما خصوش يبقى عندك، وهذيك الساعه غتحصل على واحد الوصل من صندوق المحكمه بانك خلصتي سنتين. لانه الا ما كانش عندك هذا الوصل غيمشيو يديروا واحد الاجراء وغادي يديروا الافراغ بدون تعويض للتماطل. نعم. اذا هما ملي غيديروا الاجراء ديال الافراغ انت غتخرج هذاك الوصل وغتخرج العرض العيني وغتثبت حسن النيه ديالك للقضاء التجاري بان راه درتي واحد الاجراء قانوني. بارفي. واش واضح سي عبد السلام؟ نعم. عارف دابا ما ندير والو انا حيت مازال ما جاو لعندي، انا ما ندير والو حتى ما دير والو انت غير قابل غير شغلك دابا خدم قابل غير شغلك وجد لهم الفلوس ما تاكلهمش. لا شكرا مرحبا سيدي، مرحبا سي عبد السلام. ميرسي سي عبد السلام. Très bonne journée. الله يعاونكم. Bonne journée. Très bonne journée. On la souhaite également aux collègues qui vont prendre le relais, puisque Kamal Khassal va nous présenter le journal d'actualité en langue arabe. C'est une évacuation. Oui, une évacuation tous azimuts et même illico presto, parce qu'on est un peu en retard. La tranche suivante est animée par Ahmed Alouet. Je vous dis à demain pour d'autres thématiques des experts. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi.